Vous connaissez tous l'Elimination Chamber, ce match devenu légendaire dans l'histoire de la WWE. Un concentré de brutalité, d'adrénaline et de moments iconiques. Edge devenant le premier à encaisser son contrat Money in the Bank, Bray Wyatt décrochant le titre mondial et bien sûr la Coffee Mania. Mais tous ces moments mémorables ont un point commun. Ils sont nés d'un seul combat. Un combat né d'une idée folle qui aurait pu ne jamais revoir le jour. Aujourd'hui, à l'occasion du pay-per-view éponyme du 1er mars, replongeons ensemble dans le passé pour découvrir le premier Elimination Chamber, celui où tout a commencé. Celui qui, par son impact brutal, a changé à jamais le visage de la WWE. Mais alors, comment ce concept est-il né? Eh bien, il faut remonter en 2002 au cœur de l'ère de la Ruthless Aggression. À ce moment-là, Raw et SmackDown étaient en pleine compétition pour savoir lequel des deux shows proposerait les meilleurs matchs et attirait les meilleurs talents. Bien que Raw et SmackDown fassent partie de la même fédération, une véritable guerre faisait rage en coulisses entre leurs rosters respectifs, chacun avec ses propres scénaristes et producteurs. Cette rivalité s'est même répercutée entre les managers généraux. D'un côté, Eric Bischoff, le heel de Raw, et de l'autre, Stephanie McMahon qui gérait SmackDown avec son équipe, souvent perçue comme la babyface. Bien sûr, ces rôles étaient parfois inversés, et Stephanie jouait à la méchante selon les scénarios du moment. Mais une chose était certaine, Bischoff et Stephanie se disputaient aussi durement que leurs superstars, offrant aux fans des segments captivants chaque semaine. Pour beaucoup, cette époque de la WWE reste l'une des meilleures de l'histoire avec une énergie débordante et une volonté de pousser de nouvelles stars au sommet dans des matchs spectaculaires. Bischoff et Stephanie cherchaient constamment à se surpasser, que ce soit en recrutant de nouvelles superstars, en créant des rivalités explosives ou en programmant des matchs d'exception. C'est dans ce contexte de compétition intense que l'Elimination Chamber a vu le jour. Bischoff, cherchant à répondre à l'énorme succès du Hell in a Cell de SmackDown programmé lors de No Mercy 2002, a eu une idée audacieuse. Ce match entre Brock Lesnar et l'Undertaker, bien que spectaculaire, semblait presque trop classique à ses yeux. Donc pour le prochain grand événement Survivor Series, il voulait offrir quelque chose d'encore plus grand, plus intense, plus spectaculaire. Le lendemain de No Mercy, Bischoff se présente et annonce que le Hell in a Cell de SmackDown serait comparé à quelque chose de bien plus inédit et impressionnant. Ce qu'on va faire à Survivor Series, déclare-t-il, ce n'est rien de moins qu'une invention de génie, l'Elimination Chamber. Et petite anecdote, c'est en réalité Triple H qui a eu cette idée de fou. Le futur cérébral assassin a esquissé le concept d'une cage carrée avec des cases dans les coins et un combat où 6 superstars s'affronteraient, entrant une à une jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Un concept révolutionnaire qui, une fois lancé, allait devenir un des matchs les plus emblématiques de l'histoire de la compagnie. Mais comme toujours, la WWE allait faire encore plus grand que ce que Triple H avait imaginé, avec une structure plus imposante et plus spectaculaire. Les détails sont restés flous pendant quelques semaines jusqu'à ce que Bischoff annonce que le main event de Survivor Series 2002 serait un match entre 6 superstars de Raw. Un match combinant des éléments de Survivor Series, du Royal Rumble et de War Games. L'ajout de War Games a immédiatement attiré l'attention des fans, en particulier ceux qui attendaient avec impatience le retour de ce match légendaire après l'acquisition de la WCW par la WWE. Le champion au titre Triple H allait bien sûr être impliqué et d'autres noms prestigieux comme Chris Jericho, Booker T, Rob Van Dam, Kane et Shawn Michaels ont été confirmés. La présence de HBK en particulier était une surprise, car après son match de retour à SummerSlam 2002, il avait annoncé que ce serait un événement unique. Donc Shawn a eu une semaine pour prendre sa décision. Il avait le choix de ne pas participer au match s'il ne le voulait pas. Mais la semaine suivante, HBK a confirmé qu'il prendrait bien part au tout premier match Elimination Chamber. Les semaines suivantes ont été marquées par des teasers et des publicités montrant des croquis de la structure, sans en dévoiler tous les secrets. La WWE a joué avec la curiosité des fans, les incitant à acheter Survivor Series en pay-per-view, pour découvrir cette cage métallique terminée. Même les superstars n'ont découvert la structure finale que le jour du pay-per-view. Lorsqu'ils sont arrivés au Madison Square Garden le 17 novembre 2002, les catcheurs ont rapidement compris que ce match allait être bien plus qu'un simple combat. On peut même voir Booker T, inquiet, dire « quelque chose va sûrement merder ». Et en effet, aucune des 6 superstars n'aurait imaginé à quel point les mots de Booker T allaient se révéler réels. Quelques années après la première apparition de ce match, un article du magazine de la WWE de 2009 révèle que l'Elimination Chamber a été construite à Colorado Springs. Sa fabrication a duré 8 semaines et a coûté $250 000, soit environ 230 000 €.
Mesurant 4,88 m de haut et 10,97 m de diamètre, elle pèse 16 tonnes, dont 10 tonnes d'acier et 6 tonnes de chaîne. Ces chiffres impressionnants montrent bien que cette structure n'était pas une illusion. Elle nécessitait un camion de 15 mètres pour être transportée et était stockée dans un entrepôt à New York dans le New Jersey. La WWE avait donc créé un véritable monstre avec l'Elimination Chamber, et les superstars impliqués dans le match ont rapidement commencé à s'inquiéter. Il n'y avait aucun amorti dans cette structure, ça allait faire mal et il n'y avait pas moyen d'y échapper. Chris Jericho a déclaré dans une interview « Nous ne l'avons vu que le jour du show au Madison Square Garden. Et c'est le genre de chose qui montre que ça a été conçu par quelqu'un qui ne connaît pas le catch. C'était très rigide, très dangereux. Elle était faite en acier grillagé. Il aurait pu la fabriquer en caoutchouc, ça n'aurait pas changé grand-chose. Les parois étaient extrêmement dures et ne faisaient aucun bruit quand on les frappait. Donc ça faisait un mal de chien et ça ne sonnait même pas bien. Triple H a ajouté « On l'a vu pour la première fois et on s'est dit « Oh mon Dieu, qui a construit ça ?» C'est la pire chose qu'on ait jamais vue. On a passé toute la journée à essayer de comprendre comment cette chose fonctionnait. Tout faisait mal, c'était juste de l'acier rigide et dur, même les murs en chaîne. Tout le monde disait « Oui, ce sont des chaînes ». Oui, ce sont des chaînes, mais elles bougeaient à peine. Et c'était comme frapper un sac de briques irrégulières. On n'a pas fait grand-chose dans l'après-midi, on a surtout beaucoup parlé. Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour revoir les règles du match et expliquer pourquoi l'Elimination Chamber était comparé au Royal Rumble, au Survivor Series et aux War Games. L'Elimination Chamber impliquait plusieurs compétiteurs à l'intérieur de la structure. 2 hommes commençaient le match, tandis que les 4 autres étaient enfermés dans leurs capsules, autrement dit des pods. Après 5 minutes, un nouveau compétiteur sélectionné au hasard entrait dans le match et devenait éligible à l'élimination. Un catcheur était éliminé par tombée ou soumission et le match se terminerait lorsque tous les compétiteurs étaient entrés dans l'Elimination Chamber et qu'un seul homme restait debout, le déclarant vainqueur. Ce match reprenait plusieurs éléments d'autres types de combats. L'aspect d'élimination du Royal Rumble et des Survivor Series, l'entrée des participants à intervalles réguliers comme dans le Royal Rumble et le War Games, une cage géante recouvrant le ring avec plusieurs combattants à l'intérieur comme le War Games, et enfin un dernier homme debout à la fin comme dans les matchs Survivor Series et Royal Rumble. Voyons maintenant pourquoi ces superstars ont été sélectionnés pour le match en termes de scénario avant d'analyser le match lui-même. Triple H était le champion du monde poids lourd, donc sa participation était évidente. Shawn Michaels avait battu Triple H à SummerSlam 2002 pour son retour, mais après le match, The Game l'avait attaqué. Shawn voulait se venger et comme mentionné précédemment, il avait le choix d'entrer dans l'Elimination Chamber pour tenter de se venger et de décrocher le titre mondial, et sans surprise, il a accepté. Kane, alias The Big Red Machine, était en rivalité avec Triple H. Ils avaient eu un match de main event à No Mercy, ce qui avait donné naissance à l'infâme storyline de Katie Vick où Triple H s'était moqué du passé trouble de Kane. L'une des pires storylines de l'histoire du catch que les deux rivaux préfèrent oublier. Chris Jericho était heel à l'époque et était également la moitié des champions par équipe avec Christian. Le match Elimination Chamber avait besoin d'un autre heel et Jericho était un excellent catcheur, donc c'était un choix logique. Rob Van Dam était passé tout près de remporter le titre mondial contre Triple H à Unforgiven en septembre. Mais grâce à Ric Flair et un coup de massue, Triple H avait réussi à repartir champion. RVD avait donc des comptes à régler avec lui. Et c'est d'ailleurs avec ce geste que l'évolution va naître quelques mois plus tard. Et le dernier participant, Booker T, qui faisait équipe avec Goldust à cette période, mais qui avait aussi des différends avec Triple H. Certes, ces tensions étaient mineures et ne sont apparues qu'après l'annonce de sa participation à l'Elimination Chamber, mais Booker était un excellent catcheur et méritait sa place dans ce match. On se retrouvait donc avec 2 heels et 4 babyface dans ce match. Alors, regardons le match tout en examinant quelques commentaires faits par les compétiteurs. Tout d'abord, l'Elimination Chamber a un rendu incroyable à la télévision. La WWE a par la suite modifié le design de la structure en fonction des retours des catcheurs, je suppose, ainsi que pour des raisons logistiques. La nouvelle chambre est plus petite et possède une surface au sol plus indulgente. Mais regardez simplement cette chose ici. Si vous aimez les matchs en cage, alors ça devrait être un plaisir à voir en pay-per-view. La chambre a son propre sol en acier au même niveau que le ring, ce qui n'est devenu évident que lorsque la cage a été abaissée pour le main event. Avant le début du match, Eric Bischoff arrive pour expliquer les règles et insister sur les dangers de l'Elimination Chamber. Les 4 premiers compétiteurs qui montent sur le ring seront enfermés dans leur propre chambre, ou pod. Le catcheur peut observer ce qui se passe à travers la paroi en plexiglas, mais il ne pourra entrer dans le match que lorsque la porte de son pod sera ouverte par un arbitre après un intervalle de 5 minutes. Les 2 derniers compétiteurs à faire leur entrée commenceront donc le match, ce qui donne un avantage énorme à celui qui entre en dernier. Le premier entrant est Chris Jericho, et il a une entrée très unique avec le groupe Saliva chantant King of My World depuis le lieu The World de la WWE à Times Square pendant que Y2J faisait son entrée dans la chambre. Chris est enfermé dans son pod, puis Booker T fait son entrée.
Cela signifie que Chris et Booker ne commenceront pas le match. Ensuite, Kane arrive, suivi de HBK qui débarque avec une coupe de cheveux douteuse et une tenue de ring encore pire. Il y a d'ailleurs une histoire derrière cette tenue. La créatrice de tenue de HBK n'a pas terminé l'équipement à temps. Et comme cette tenue marron de Shawn est toujours mentionnée lorsqu'on parle de ce match, voici un extrait du livre de Shawn qui explique sa tenue peu flatteuse. À SummerSlam, j'ai porté un jean car c'était un street fight. Il ne voulait pas que je porte un jean pour ce match. Julie Youngberg, notre couturière, a suggéré un collant. Je me suis dit pourquoi pas, elle m'avait toujours fait de superbes tenues. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de la terminer. Le collant était marron vomi et alors que je me préparais à entrer pour le match, Hunter m'a regardé avec un air de « je n'arrive pas à croire que tu vas entrer sur le ring avec ça ». Je me suis tourné vers Rebecca, ma femme, et j'ai dit « je me sens stupide. J'ai l'air d'un idiot ?» Stéphanie et Hunter essayaient de ne pas rire. Rebecca m'a embrassé et a dit « tu es magnifique ». HBK, Kane, Booker T et Jericho sont enfermés dans leur pod, ce qui signifie que Triple H et Rob Van Dam vont débuter le match. Le combat commence comme un match classique avec des échanges équilibrés, mais il ne faut pas longtemps avant que Hunter se fasse projeter en arrière sur le sol de la chambre. Le bruit qui en ressort fait vite comprendre que le sol n'a absolument aucun amorti. De plus, les tombées pouvaient être effectuées sur le sol en acier de la chambre, ce qui sera modifié des années plus tard. À l'époque, il était possible d'être éliminé en dehors du ring. RVD commence alors à projeter Hunter contre les murs en chaîne à plusieurs reprises et Triple H y met tout son poids et finit même par défoncer la porte. Triple H a raconté qu'il se souvient très bien des premiers chocs qu'il a pris contre le mur en chaîne et qu'il s'était dit sur le moment « Oh mon Dieu ». Shawn Michaels se regarde depuis son pod alors que RVD exécute un monkey flip sur le sol en acier. Triple H commence à saigner et il sait mieux que quiconque à quoi ressemble la sensation du métal froid contre sa peau. RVD enchaîne avec un Rolling Thunder depuis le ring jusqu'au sol en acier surélevé. Puis il décide de tenter d'éliminer Hunter avec un 5-star Frog Splash depuis le sommet du pod de Chris Jericho. Mais Jericho attrape RVD et le mouvement ne se réalise pas. Au lieu de ça, Van Dam exécute un senton depuis la 3e corde vers l'extérieur du ring et encaisse un atterrissage brutal. RVD commence alors à montrer des signes de douleur au genou, mais il parvient à revenir entre les cordes et le match continue. Ça y est, nous avons atteint les 5 minutes, ce qui signifie qu'un pod va s'ouvrir et un nouveau compétiteur va entrer dans le match. La porte de Chris Jericho s'ouvre et l'Ayatollah of Rock and Roll fonce immédiatement sur RVD. Cela rappelle War Games où les heels avaient souvent un avantage en début de match. La seule différence ici, c'est que RVD se débarrasse facilement de Chris et on assiste à un impressionnant crossbody où Van Dam s'accroche aux chaînes avant d'exécuter son saut. Ce mouvement provoque une grosse réaction du public du Madison Square Garden et tout semble bien se passer pour RVD. Mais ça ne dure pas longtemps avant que Triple H et Jericho ne commencent à faire équipe, et Van Dam encaisse beaucoup de coups avant l'entrée du prochain participant. RVD est projeté contre les chaînes encore et cela paraît brutal, et ça dure un bon moment. Van Dam se bat à l'intérieur du ring et la foule se rallie à lui une nouvelle fois, mais un DDT du game met un terme à son élan. Booker T est le prochain à entrer, il est en feu, regardez ça. On dirait qu'il voulait faire une clothesline à Jericho pour l'envoyer par-dessus la 3e corde, mais Y2J manque de peu de se faire arracher la tête. Booker T trouve le temps de faire son spinner Rooney, mais il doit ensuite affronter RVD. Booker n'a aucun mal à éliminer Van Dam et la foule du Madison Square Garden explose pour le quintuple champion de la WCW. Booker enchaîne contre les 3 hommes encore en lice, mais c'est Chris Jericho qui finit par le calmer. Et alors que le ring est momentanément vide, RVD décide de tenter à nouveau son Frog Splash. Il grimpe au sommet d'une des cellules, exécute son saut, et c'est la catastrophe pour Triple H. RVD a déclaré « J'ai dû modifier mon 5-star Frog Splash à cause de la structure. Quand j'ai regardé en bas, je pensais que tout irait bien. Je savais qu'il était un peu trop proche, mais je pensais pouvoir simplement me laisser tomber sur lui. » Triple H a expliqué « Van Dam est tombé sur ma gorge, un moment complètement fou et aléatoire dans le temps. Il était dans un angle étrange, il n'arrivait pas à se redresser. Ça semblait bon quand on a préparé le mouvement, mais il est tombé sur ma gorge, je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus parler. Ils ont envoyé un médecin dans le ring qui me parlait à travers les grilles, et j'étais là, ne vous arrêtez pas, je vais m'en sortir. Mais je ne pouvais pas parler. » On peut voir Earl Hebner lever le symbole X après le mouvement et on aperçoit aussi Triple H essayer de communiquer avec le médecin, tandis que Booker T et Chris Jericho essayaient de maintenir l'attention de la foule. Juste après le Frog Splash, Booker T élimine RVD avec un missile dropkick. Après ça, la panique monte encore d'un cran, car Shawn Michaels était censé être le prochain entré dans le match, mais les lumières s'éteignent sur Kane après le compte à rebours de 10 secondes. Cela signifie que la suite du match devrait être réécrite sur le tas par les gars dans le ring. Les 5 minutes suivantes seront complètement improvisées.
Triple H a raconté « Jericho et moi on rigole toujours de ça. Je venais de me blesser, Jericho ne le savait pas et puis ils ont ouvert la mauvaise cellule. Jericho est venu vers moi et m'a dit « Oh mon Dieu, ils ont ouvert la mauvaise cellule. » Je lui ai répondu « Je suis blessé, il était là, oh mon Dieu, il a paniqué, c'était le pire scénario possible à ce moment-là. » Lire les commentaires de Triple H et ensuite lire le livre de Chris Jericho est tout aussi drôle, car Jericho parle de son rôle de général de ring et de l'importance de veiller à ce que tout se passe comme prévu. Chris a écrit « La trachée de Hunter a été endommagée, il pouvait à peine parler. Il avait une douleur intense et quand je suis allé lui demander s'il allait bien, il a seulement pu grogner qu'il ne l'était pas. C'était alors à moi de prendre les commandes. J'ai fait quelques mouvements avec Rob et Booker jusqu'à ce que le compte à rebours commence à 10, annonçant l'entrée de Shawn dans le match. » HBK a quant à lui écrit dans son livre « Pendant le match, Kane était censé sortir en 4e position, juste avant moi. Et bien dans la réalité, la 3e lumière s'est allumée et sa cellule s'est ouverte, donc il a dû en sortir. À ce moment-là, j'étais là avec ma coupe de cheveux à la garçonne et mes collants marrons dégueulasses. Le match était en train de capoter et on n'avait pas de fin. Tout s'effondrait et ça allait très vite. Il y a quelques années, j'aurais probablement pété un câble et commencé à crier sur tout le monde. Mais j'avais fait beaucoup de progrès. Je suis resté là dans ma petite cage et j'ai essayé de dédramatiser en criant « Ce n'est pas bon, ce n'est vraiment pas bon ». En réalité, je m'amusais avec ce désastre. Kane profite de son entrée imprévue pour envoyer Jericho à travers une cellule. Chris écrit alors dans son livre que Kane et Pat Patterson avaient rejeté l'idée que quelqu'un soit jeté à travers le plexiglas par balle, parce que c'était trop dangereux. Et selon le livre de Chris, Kane était tellement énervé par la manière dont le match avait été gâché qu'il a fait un revirement complet et a volontiers envoyé Chris à travers la cellule. Presque comme si l'ouverture de la mauvaise porte était de la faute de Chris. Kane place un chokeslam sur Booker T, puis Jericho se remet sur pied et livre un magnifique Lionsault sur Booker T, éliminant le 5 fois champion du monde. Les minutes suivantes sont dominées par Jericho et Kane. Triple H bénéficie de temps à l'extérieur pour tenter de récupérer, mais crédit à lui, il revient de temps en temps pour encaisser un coup avant de se rouler à nouveau hors du ring. Ensuite, c'est au tour de HBK d'entrer dans le match et il nettoie le terrain. C'est ce qui était censé se passer il y a 5 minutes, mais Kane arrête Shawn avec une clothesline. Encore une fois, c'était ce qui était censé se passer lorsque Kane est entré dans le match. Shawn réplique, mais Kane finit par dominer complètement le match en voyant les 3 hommes au sol avec des chokeslams. Donc Triple H, Jericho et Shawn décident de travailler ensemble pour éliminer la Big Red Machine. Kane se mange alors le Switch in Music, un pedigree et Chris Jericho exécute un Lionsault pour sortir le démon préféré du diable du match. À ce moment-là, Triple H a encore du temps pour se remettre alors que Jericho punit Shawn et HBK ne tente même pas de cacher qu'il est en train de se balader. Et ça avec un unique objectif, gagner du temps. Hunter revient tout de même aux côtés de Jericho pour aider à distribuer la punition et les deux heels travaillent bien ensemble pendant que le Heartbreak Heel prend une raclée contre la paroi de la cellule. Triple H pensait peut-être qu'il pouvait supporter ça, mais quelques minutes plus tard, il doit encore s'arrêter. Jericho tente de vérifier l'état de Hunter, mais The Game ne peut pas parler. Jericho et Shawn prennent une fois de plus le gros du travail, Jericho gardant le contrôle. Et dès que Shawn prend l'avantage, Hunter revient pour encaisser un autre coup. C'est fascinant de voir comment tout cela est organisé avec la blessure de Triple H et l'ordre d'entrée raté des participants. Et quelque chose qui ne peut pas être ignoré, c'est à quel point tout le monde a été professionnel. Il y avait de la panique au début et Kane semblait agacé. Mais si vous regardez d'une manière détendue, vous ne sauriez jamais qu'il y a eu des problèmes. Après ça, Shawn prend un backdrop sur le sol en acier mais parvient tout de même à rentrer sur le ring avant Jericho. Hunter tente de prendre l'avantage mais Shawn lui assène son Flying Forearm. Jericho revient dans le match, il porte un bulldog avant de tenter un Lionsault sur Shawn, mais ce dernier parvient à s'en sortir. HBK tente alors un moonsault et réussit même à mettre Jericho dans le Walls of Jericho, mais Triple H intervient pour sauver la situation, cherchant à garder l'avantage de 2 contre 1. Il devient évident que Triple H souhaite éliminer Shawn, ce qui conduit à un affrontement entre les deux, même si Hunter est un vrai décombre à ce moment-là. Il continue néanmoins de se battre avec Jericho. Chris contre un pedigree et applique le Walls of Jericho. La foule est en délire, pensant que Triple H va abandonner, mais Shawn frappe Jericho avec un super kick, éliminant ainsi Y2J. Il ne reste plus que Triple H et Shawn Michaels et Hunter a sérieusement besoin de soins médicaux. Hunter et Shawn échangent des droites avant que Triple H n'exécute un Spinebuster. Shawn est alors jeté hors du ring, s'écrasant violemment contre le métal. HBK tente un pedigree, mais Hunter le contre et Shawn traverse le plexiglas. Shawn et Hunter ne semblent pas s'en soucier autant que Kane et Jericho. Hunter tente de couvrir Shawn, mais HBK réussit à se dégager à 2. La foule de New York devient folle et Triple H décide de tenter un dernier pedigree pour clore le match. Shawn contre à nouveau et c'est au tour de Hunter d'être catapulté et on dirait que c'est la dernière chance pour Shawn de gagner. Shawn grimpe au sommet d'une cellule tandis que Hunter se prépare à recevoir un autre mouvement aérien à une distance risquée. HBK s'assure que son elbow drop touche uniquement la section médiane de Triple H. Bien que le mouvement ne soit pas parfait, il obtient une réaction folle de la foule. Shawn Michaels se prépare alors pour le Switch in Music, mais Triple H contre à nouveau et on voit le pedigree.
Jim Ross déclare alors que c'est terminé, mais il faut un certain temps à Hunter pour couvrir Michaels qui parvient à se dégager à 2. La foule explose et Triple H décide d'essayer une dernière fois le pedigree pour finir le match. Mais Shawn contre à nouveau avec un backdrop, court vers le coin, puis on voit le dernier mouvement du match. Shawn frappe avec son switch in music et HBK remporte le championnat du monde poids lourd. Eric Bischoff avait promis de la brutalité et la WWE avait présenté ce match comme un affront violent et imprévisible, mais il n'aurait jamais pu prévoir ce qui allait se passer dans le premier Elimination Chamber. La blessure de Hunter a été le gros problème, l'ordre d'entrée raté en a été un autre, et il y avait aussi la brutalité de la structure en elle-même. Tous les participants ont parlé de la difficulté de travailler dans cette nouvelle cage de fer. Cependant, le résultat a vraiment dû être agréable pour HBK, qui avait main eventé au Garden lors de Survivor Series 1996, mais avait été hué. En 2002, les fans ont complètement craqué pour la fin du match, alors que des confettis tombaient du plafond et que HBK célébrait sa grande victoire. Une victoire qui semblait bien peu probable quelques semaines plus tôt. Jim Ross demande aux spectateurs s'ils croient au miracle, tandis que la brutalité de l'Elimination Chamber laisse place à une grande fête pour clore Survivor Series 2002. C'était une excellente manière de terminer le show, mais en coulisses, il y a clairement des blessures et quelques lutteurs se demandant si faire ce match dans la chambre était une sage décision. Hunter a dû passer 24 heures à l'hôpital après cela. Il a déclaré qu'il voulait partir, mais les médecins lui ont dit que si c'était le cas, sa gorge risquait de gonfler et qu'il pourrait s'étouffer. Cela a fait évidemment changer d'avis Hunter qui est finalement resté. Comme mentionné précédemment, chaque compétiteur dans ce premier match de l'Elimination Chamber était un vétéran. Même si tout a failli se détruire, ils ont réussi à remettre les choses en ordre. Et l'Elimination Chamber allait devenir un match annuel par la suite. Si je devais vous faire un classement des meilleurs que vous devriez foncer voir, ce serait celui-ci. Le premier évidemment en 2002, puis 2014, 2010, 2009 avec Edge pour les fins connaisseurs et enfin celui de 2022. En définitive, en regardant attentivement le premier match de l'Elimination Chamber, il demeure sans aucun doute un moment mémorable et culte dans l'histoire de la WWE. Entre les imprévus, les blessures et les ajustements de dernière minute, ce match a vraiment mis en lumière la résilience et le professionnalisme des catcheurs. Malgré tous les obstacles, ils ont su offrir une performance spectaculaire, prouvant une fois de plus que cette discipline est bien plus qu'un simple spectacle. C'est un véritable art où tout peut basculer. Pour clôturer cette vidéo, je vous laisse avec une citation de Chris Jericho. Tout ça, c'était une comédie d'erreurs. Quand tu regardes en arrière, tu te dis « Putain, je n'arrive pas à croire que ce soit devenu ce que ça a été ». Parce que le premier, techniquement, c'était un désastre. On a dû le revoir, je pense, l'année suivante pour se souvenir de ce qu'on avait fait. Je me suis dit, et en fait, ça a plutôt bien marché. Dans la cage, peu importe les erreurs qui se produisent, personne ne le sait à part nous, les gars, et c'est un peu comme ça que ça se passe. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez, commentez et partagez, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, c'était Vince encore une fois, merci à tous.